Cette vidéo a été coécrite avec la chaîne De Facto, n'hésitez pas à aller la voir si vous appréciez ce type de contenu. Avec un hiver tempéré et une récession imminente dans certains pays occidentaux, les sanctions sur les exportations russes fonctionnent. Les dépenses de guerre ont grimpé en flèche et les gouvernements ont dû réduire les dépenses non militaires pour financer les déficits avec des dépenses en espèces. Les sanctions n'arrêtent pas la guerre, mais elles les rendent plus difficiles à financer. Le Kremlin a encore les fonds pour 12 mois de conflit, mais l'économie de la Russie commence à faiblir. Aujourd'hui, chez Terabellum, le coût de la guerre pour la Russie, les faits et rien que les faits. Mais avant cela, laissez-moi vous parler de NordPass. Il s'agit de votre futur gestionnaire de mots de passe. Vous allez me dire, j'utilise déjà celui de mon navigateur. Alors, c'est bien, mais NordPass offre des capacités de protection de vos données bien supérieures. En plus de sauvegarder vos mots de passe en un clic, de les synchroniser à travers vos différents appareils et de remplir automatiquement vos identifiants de connexion, NordPass propose un paquet d'outils comme un générateur de mots de passe ou encore de déceler en temps réel si vos données sensibles ont été divulguées. Avec NordPass, vos mots de passe sont votre propriété. Vous seul en contrôlez l'accès, pas même NordPass peut les lire. Et pour les entreprises, NordPass pense aussi à vous, en vous offrant la possibilité de souscrire à une offre spécifique adaptée à vos besoins pour protéger vos données. Profitez de l'offre exclusive pour nos abonnés, vous pouvez obtenir 2 ans d'abonnement de NordPass avec 1 mois gratuit pour un compte personnel, et pour les comptes professionnels, c'est un essai gratuit de 3 mois qui vous attend. Les codes pour chaque offre s'affichent sur votre écran. L'Europe n'a pas eu froid. Pendant la majeure partie de 2022, les sanctions sur les importations russes ont été bien plus efficaces que celles sur les exportations. Les choses ont changé à la fin de l'année. En coupant l'approvisionnement en gaz, Poutine espérait geler l'Europe et réduire le soutien à l'Ukraine. Cependant, cela n'a pas eu l'effet escompté. Sur le mois et demi d'hiver, seuls 12,5% ont été retirés des stockages de gaz européens. La moyenne de consommation 2016 à 2021 était de 17,5%. À la fin de l'année, le stockage était rempli à 83,2%, l'un des taux les plus élevés de ces dernières années. Après avoir oscillé autour de 1500 $ par 1000 m3 pendant plusieurs semaines, les prix au comptant de l'essence ont terminé l'année en dessous de 900 $. La part du gazoduc russe dans les importations européennes ont passé de 45 à 8%. Cette baisse est le résultat à la fois des sanctions alliées et du chantage russe au gaz. L'interruption de l'approvisionnement en gaz des pays qui refusaient d'acheter en roubles, fermeture du gazoduc européen Yamal, efforts européens pour acheter du gaz naturel liquéfié et sabotage clandestin des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Résultat, les exportations russes ont cessé. En 2022, les exportations de gaz russes sont passées de 185 milliards de mètres cubes à 100 milliards de mètres cubes, soit une baisse de 45%. C'est le nombre le plus bas depuis l'effondrement de l'Union soviétique. En 2023, les exportations de gaz pourraient encore chuter de plus de 25%. D'ici la fin de l'été, l'Europe peut s'attendre à avoir au moins 50% de son gaz déjà stocké. Cela garantira que l'Europe disposera de suffisamment de gaz pour couvrir ses besoins pour les 2 prochains hivers, réduisant ainsi le risque de pénurie d'ici 2025, selon l'Institut russe de l'énergie et des finances. Par conséquent, la volatilité des prix du gaz en 2023 pourrait ne pas être aussi importante qu'en 2022. Pendant un demi-siècle, le gaz en provenance de Russie a conduit à l'interdépendance des économies européennes et russes et a largement déterminé la politique douce germano-russe. Ces jours sont révolus. D'ici 2023, la part de la Russie sur le marché du gaz de l'Union européenne pourrait être inférieure à celle des États-Unis. La construction d'un nouveau pipeline vers la Chine prend environ 5 ans et nécessite d'énormes investissements. Les revenus pétroliers. Malgré les sanctions, les revenus pétroliers et gaziers russes ont été exceptionnellement élevés en 2022, 164,2 milliards de dollars de janvier à novembre, en hausse de près de 30% en glissement annuel. Avant la guerre, le pétrole et le gaz fournissaient à la Russie environ 45% des recettes budgétaires totales et environ 60% des recettes d'exportation. Les exportations physiques russes de pétrole pourraient augmenter de 7,5% en 2022 par rapport à 2021. Cependant, le prix du brut Brent avait presque diminué de moitié par rapport à son sommet de mars de 140 $ à la fin décembre. Les composés russes de l'Uralsib sont passés de 66 $ en novembre à 50 $ en décembre, pour une moyenne de 76 $ en 2022. Si le prix de l'Ural Mix reste à 50 $ tout au long de 2023, le budget perdra environ 7,7% de ses revenus. La raison de la baisse des prix du pétrole est la décision de l'Europe d'arrêter d'importer du pétrole brut de Russie, à l'exception de petites importations de la Hongrie, Slovaquie et de la République tchèque. Depuis février 2023, les importations de produits pétroliers se sont également arrêtées. Les Alliés ont fixé des plafonds sur les prix du pétrole russe. Il ne peut pas dépasser 60 $ le baril. En réponse, Poutine a interdit aux producteurs de pétrole de faire des affaires avec des pays qui imposent des limites de prix.
L'AIE a estimé que les recettes totales d'exportation de pétrole de la Russie étaient de 15,8 milliards de dollars en novembre, en baisse de 700 millions de dollars par rapport à octobre. Les principaux acheteurs de pétrole de la Russie étaient l'Inde, la Chine et la Turquie, qui importaient à peu près la même quantité de pétrole que l'Europe importait. Ces pays n'ont pas convenu d'un prix plafond. Cependant, vous pouvez obtenir le mélange Oural avec une remise de plus de 30 $ le baril par rapport au prix du pétrole Brent. Il est également plus coûteux pour la Russie d'expédier du pétrole vers les marchés asiatiques que vers l'Europe, ce qui réduit les bénéfices des compagnies pétrolières. Et les sanctions obligent à augmenter les remises aux acheteurs. En janvier 2023, le pétrole russe s'échangeait à 38 $, c'est la moitié du prix du Brent à l'époque. La Chine est actuellement le principal acheteur du mélange Oural avec une demande faible en raison du Covid-19 encore bien présent en Chine. Un budget interne négatif. Les prix du pétrole et du gaz ne se redresseront pas de sitôt. Les économies des pays développés ralentissent ou sont au bord de la récession. Selon les prévisions, le PIB américain n'augmentera que de 0,2% en 2023, tandis que le PIB de la zone euro se contractera de 0,1% à peu près. Ainsi, la Russie est loin de réaliser des super profits records sur les ventes de pétrole. Ironiquement, les revenus pétroliers et gaziers du gouvernement russe ont culminé juste avant la baisse actuelle, en hausse de 34% par rapport à il y a un an, de janvier à octobre 2022. Avec des prix du gaz si élevés, Gazprom a enregistré des bénéfices nets records de 2500 milliards de roubles au premier semestre 2022, au-dessus des 2 dernières années combinées. L'État a pris la moitié des bénéfices de Gazprom et l'a utilisé pour financer la guerre. Néanmoins, ces bénéfices font de Gazprom le plus gros contribuable du pays en 2022. L'entreprise paiera plus de 5000 milliards de roubles d'impôts, c'est-à-dire plus de la moitié de l'argent dépensé pour la guerre et la sécurité. Cependant, le bénéfice de Gazprom au second semestre pourrait être proche de zéro. Les revenus pétroliers sont également en baisse. Sans le paiement de Gazprom en novembre, les recettes budgétaires de pétrole et de gaz auraient été inférieures de près de moitié au niveau de 2021. Les recettes fiscales provenant des importations chutaient de 20%, tout comme les recettes de la TVA dite intérieure et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Le poids sur la population. Les dépenses de guerre russes augmentent rapidement. Les dépenses militaires en 2022 pourraient atteindre 3,5 billions de roubles. Après le déclenchement de la guerre, l'état réel de l'exécution du budget a été gardé secret. Mais il est fort probable que les dépenses de guerre réelles aient dépassé celles de septembre. Ce n'est qu'une fraction des dépenses militaires déguisées dans le budget russe en dépenses de santé, d'éducation, de retraite, d'industrie, etc. D'ici 2023, les dépenses militaires pourraient dépasser 5% du PIB, c'est le plus élevé depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Le déficit pourrait atteindre 2% du PIB en 2023, selon les prévisions du ministre russe des Finances. Il ne reste d'ailleurs rien de l'excédent qui était d'environ 1500 milliards de roubles au début de l'été, environ 600 millions de roubles du National Welfare Fund, NWF, ont été dépensés pour financer le déficit. Les budgets locaux sont également en grande difficulté. La Banque centrale de Russie s'attend à ce que les chiffres finaux du budget régional montrent un déficit de 1,2% du PIB. Même pendant la pandémie du Covid-19, le déficit budgétaire local total n'a pas dépassé la moitié de ce montant. Les impôts sur le revenu et les revenus provenant de sources autres que le pétrole et le gaz ont diminué de manière significative. Les pertes de guerre ne sont pas supportées uniquement par l'État russe. Au lieu de la croissance attendue de 3% à la fin de 2022, l'économie affichera une contraction d'environ 3%. Elle aurait dû être entre 6 et 7% au quatrième trimestre. La richesse totale des milliardaires russes a chuté d'environ 94 millions de dollars depuis le début de la guerre. Les consommateurs économisent de l'argent, visitent moins souvent les centres commerciaux et dépensent moins dans les cafés et les restaurants. La consommation des produits premier prix augmente d'ailleurs par la même occasion. Les entrepreneurs, eux, ont évité de licencier des employés en les forçant à travailler à temps partiel ou en leur refusant les primes de Nouvel An lorsque les ventes sont en baisse, dû à la baisse notamment de la consommation et des exportations. Cela va de pair bien évidemment. Des économies, sauf pour la guerre. En 2023, la situation budgétaire va nettement se détériorer. Selon les prévisions du ministère des Finances russe, les revenus du pétrole et du gaz pourraient chuter de 24%, passant de 11 700 milliards de roubles à 8 900 milliards de roubles. Le déficit budgétaire de 2,9 billions de roubles était prévu avant l'annonce de la mobilisation. Les analyses de la VTB Bank et de la VEB Investmentgesellschaft estiment que le déficit atteindra jusqu'à 4,5 billions de roubles. Les projections budgétaires officielles incluent un prix du pétrole irréaliste de 70 $ le baril. Chaque baisse de 10 $ par baril des prix du pétrole prive le gouvernement d'environ 1000 milliards de roubles de revenus. De plus, la baisse du PIB en 2023 pourrait être de 3% au lieu des prévisions du gouvernement de 1%.
Les crises provoquées par la guerre sont prolongées plutôt qu'aiguës. La baisse pourrait être encore plus sévère si la mobilisation se poursuit. Les migrants et la mobilisation ont déjà retiré 1 à 1,5 million de personnes du marché du travail russe. Les dépenses consacrées aux services militaires et de sécurité passeront de 24% des dépenses budgétaires prévues en 2022 à environ 33%, 9,5 billions de roubles. Les dépenses de l'économie baisseront par rapport à 2022 et une légère augmentation des dépenses sociales sera rongée par l'inflation. Le financement des services militaires et de sécurité n'a jamais atteint un pourcentage aussi élevé du budget fédéral. Les dépenses de sécurité intérieure ont presque doublé depuis 2021. Environ 2000 milliards de roubles pourraient être nécessaires juste pour payer les forces mobilisées. Ils sont traités par les fonds de pension, ce qui augmente les coûts de 19%. 2024, année d'élection, sera sûrement le signe annonciateur de cadeaux budgétaires pour la population. À l'automne 2022, le gouvernement a enregistré des bénéfices records pour Gazprom et augmenté l'impôt sur le revenu prélevé sur les compagnies pétrolières. Mais le flux d'argent de gaz se tarit rapidement au fil des ans. En novembre 2022, par exemple, les revenus ponctuels de Gazprom représentaient 39% des revenus budgétaires, sans lesquels ils auraient baissé de 19%. À la mi-décembre, le gouvernement a décidé d'augmenter les impôts sur les producteurs de charbon et d'engrais et d'augmenter les dividendes des entreprises publiques telles que Sberbank et Rosneft. Recouvrir le déficit budgétaire. Actuellement, la dette intérieure est le principal moyen de financer les déficits budgétaires. En fin de compte, si le ministère des Finances continue d'utiliser la partie liquide du NMF, 7,6 billions de roubles, pour financer les déficits, cette source de financement pourrait être épuisée dans 3 à 4 ans. En 2022, le gouvernement a émis environ 3 billions de roubles d'obligations. La plupart d'entre elles ont été achetées par des banques d'État avec de l'argent emprunté à la Banque centrale de Russie. En fait, c'est très simple. La Banque centrale comble le déficit budgétaire en imprimant de la monnaie. Lors des enchères de novembre à décembre, le ministère des Finances a vendu des niveaux records de dette, aspiré toutes les liquidités du marché et offert aux acheteurs des remises importantes. Un gel des investissements dans les comptes de la Banque centrale en devise occidentale signifie que le gouvernement ne peut utiliser les fonds de la NWF, le National Welfare Fund, que dans une mesure limitée. Les gouvernements y ont accès dans une certaine mesure par le biais d'opérations comptables. La Banque centrale crédite le budget de roubles et transfère les fonds NWF gelés sur ses comptes, c'est-à-dire que le gouvernement transfère des fonds d'une poche à une autre. Il n'y a pas de vente réelle d'actifs en devises étrangères et le budget est essentiellement financé par des émissions, c'est-à-dire des prêts ou des investissements dans d'autres entreprises. L'émission de nouvelles devises sera bientôt le seul moyen de financer le déficit, la part liquide du NWF ne représentant que 5% du PIB. En 2023, le gouvernement disposera des fonds nécessaires pour financer les dépenses militaires, mais il sera beaucoup plus difficile pour les gouvernements de trouver ces fonds dans le futur. La pression des sanctions créera de grandes difficultés pour les institutions étatiques russes et fera supporter les coûts de la guerre aux citoyens et aux entreprises. L'embargo technologique. La guerre que la Russie menait contre l'Ukraine a entraîné de nombreuses sanctions pour tenter d'arrêter le conflit, notamment économiques mais aussi technologiques. Depuis le début de l'invasion à grande échelle le 24 février 2022, les sanctions économiques imposées à la Russie ont considérablement augmenté pour tenter d'endiguer la guerre. Les sanctions technologiques, qui peuvent être définies comme des interdictions de fournir des biens à double usage et des restrictions sur les technologies, les composants et les logiciels ciblés sur des secteurs spécifiques, ont joué un rôle dans ces efforts. Initialement, les articles soumis à des restrictions d'exportation comprenaient les semi-conducteurs, les ordinateurs, les télécommunications, les équipements de sécurité et d'information, les lasers et les capteurs. Ils ont ciblé ensuite le secteur russe du raffinage du pétrole et renforcé les contrôles sur l'exportation de technologies, de logiciels ou de produits sensibles à double usage qui pourraient être utilisés pour soutenir l'effort de guerre de la Russie. En outre, de grandes compagnies aériennes russes telles qu'Aeroflot, Aviastar, Azur Air, Nordwind Airways, S7 Airlines et UTAL sont soumises à l'injonction, les coupant de fait des exportations américaines. Cette dernière action est une application des restrictions à l'exportation précédemment imposées qui interdisent à ces compagnies aériennes d'effectuer des vols internationaux à destination ou en provenance de la Russie dans des aéronefs soumis à l'EAR sans licence. Les acteurs privés dans le viseur. Il n'y a pas que les États-Unis. Une coalition de 38 pays alliés a mis en place des contrôles d'exportation similaires. La coalition est composée de l'Australie, du Canada, des 27 États membres de l'Union européenne, de l'Islande, du Japon, du Liechtenstein, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, de la Corée du Sud, de la Suisse, du Royaume-Uni et bien sûr des États-Unis. L'économie russe est soumise aux décisions d'entreprises privées telles que les éditeurs de logiciels IBM et Microsoft, les plateformes de logiciels de productivité Adobe et Slack, et les géants des logiciels d'ingénierie comme le français Dassault Systèmes, PTC de Boston et Autodesk de Bay Area.
L'impact peut être dramatique. Une enquête de novembre 2022 a révélé que les entreprises informatiques représentaient 17% des 800 entreprises qui ont cessé leurs activités en Russie. Nous pouvons supposer que c'est de cette dépendance à l'égard de la technologie que les États sous sanctions technologiques veulent tirer parti. Leur réussite fait toujours l'objet d'intenses débats, mais un numéro récent de The Economist contient deux opinions différentes sur le sujet. Un article a déclaré qu'il faudrait des années pour que les sanctions technologiques prennent effet, tandis qu'un autre a soutenu le contraire, déclarant que les sanctions les plus puissantes sont en fait celles dont on parle le moins, c'est un contrôle des exportations. Les sanctions technologiques affectent l'économie russe actuelle et future. Les sanctions technologiques imposées auront un effet dévastateur non seulement sur les capacités militaires de la Russie, mais aussi sur sa capacité à développer des solutions technologiques à des fins non militaires, notamment en restreignant l'accès du pays aux semi-conducteurs. Les plus grands fabricants de semi-conducteurs, comme TSMC et Samsung, ont annoncé qu'ils se conformeraient aux sanctions économiques contre la Russie. En outre, la situation actuelle du marché, caractérisée par une pénurie mondiale de semi-conducteurs, a encore renforcé les contrôles à l'exportation. Les semi-conducteurs sont très importants pour de nombreuses industries. Par exemple en Russie, la production nationale de voitures s'effondre en raison de pénurie. Un autre impact visible des sanctions techniques est la pénurie de pièces de rechange essentielles et de services de maintenance pour l'industrie aéronautique, ce qui suscite des inquiétudes quant à la sécurité des vols. L'industrie dispose d'un stock, mais ce stock est limité. Ces mêmes acteurs peuvent toujours bien évidemment acheter sur des marchés tiers, en les faisant passer par 2-3 pays frontaliers. Mais les coûts sont astronomiques et font fondre les marges des entreprises qui essaient de se fournir. Et oui, même vos soi-disant amis peuvent essayer de profiter de la situation pour vous vendre 2-3 processeurs Ryzen 7 pour vos T14 Armata. Les sanctions techniques peuvent donc jouer un double rôle, priver la Russie à la fois des composants et de la technologie utilisée dans les équipements militaires et de la technologie requise à des fins non militaires, affectant là directement le secteur privé et la population. Le contournement des sanctions. La première façon d'éviter les effets négatifs des sanctions technologiques est de favoriser l'autosuffisance. Depuis 2014, la Russie a mis en place une stratégie pour faire face à de telles sanctions. En particulier, Moscou promeut activement le développement et la mise en œuvre de mesures de souveraineté technologique et numérique. Alors que les politiques visant la souveraineté numérique visaient à réduire au silence les dissidents, les politiques de souveraineté technologique favorisent l'autosuffisance et l'indépendance technologique. À cette fin, la stratégie de développement de la société de l'information en 2017-2030 a été adoptée. La stratégie stipule le remplacement du matériel étranger par des logiciels et des composants locaux, garantissant l'indépendance de l'ingénierie technique et de production et la sécurité de l'information. La prochaine stratégie pour atténuer l'impact négatif des sanctions technologiques consiste à remplacer les fournisseurs occidentaux par des fournisseurs chinois. Les responsables et les citoyens russes placent de grands espoirs dans la Chine et les entreprises chinoises. Cependant, ils vont peut-être être déçus. Le potentiel de la Chine à atténuer les effets néfastes des sanctions technologiques est discutable sur la base de considérations historiques, politiques et technologiques. Depuis lors, il s'est fortement appuyé sur la technologie et le savoir-faire occidental. Politiquement, même avant la guerre, la Russie hésitait à s'appuyer entièrement sur la technologie chinoise. Cela se traduit par la volonté de diversifier les fournisseurs d'équipements 5G. D'un point de vue technique, la Chine ne peut pas fournir une partie de la technologie dont la Russie a besoin et que seuls les Occidentaux possèdent. La troisième approche, pour atténuer l'impact négatif des sanctions technologiques, consiste à autoriser les importations parallèles. C'est ce que la Russie fait déjà. Mais les analystes étaient sceptiques quant à l'efficacité de la décision pour la défense et l'automobile. Il n'était pas facile de répondre à la demande de pièces et de fournitures technologiques pour ces industries par le biais d'un tel système, car notamment trop coûteux et rongeant les marges opérationnelles. À défaut de mettre l'économie russe à genoux, les sanctions ont mis l'économie russe au bord d'une transformation majeure. Malheureusement pour l'Ukraine, l'impact de ces sanctions, bien que tangible, n'est pas suffisamment dévastateur pour arrêter à court terme la guerre russe. Cependant, avec le temps et une application rigoureuse, son efficacité peut être grandement améliorée, surtout lorsque les pays découragent les tentatives d'évasion de la Russie en imposant des sanctions secondaires. Un grand merci à NordPass de sponsoriser cette vidéo et de rendre ce type de contenu possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous procurer le dernier numéro de la revue Terabellum qui est maintenant disponible, tous les liens sont en description, merci à tous et à la prochaine.